c'est que c'est le premier État à produire un document racialisant l'esclavage. À l'heure d'aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, on ne connaît pas d'autres textes qui aient organisé une racialisation de l'esclavage. Donc c'est une primeur. Bien qu'on ait l'air d'être très informé, en fait, on ne reçoit pas tous les mêmes informations, quoi. Le pays n'est pas sûr de lui. La France, c'est un pays très insécure parce qu'il est assis sur un mensonge. C'est-à-dire que les héros, parce qu'il y a eu des résistants comme en France comme ailleurs, hein, il n'y a rien de spécifique de plus ou de moins, mais il y en a eu ici comme ailleurs, de tout temps, ont été complètement éradiqués de l'histoire officielle. Donc, si maintenant on veut déconstruire cette histoire, ben on est en manque de héros, parce que les héros s'appellent Colbert, ils s'appellent Richelieu. Ceux qui ont résisté à Colbert et Richelieu, ils ont été dégagés du paysage. C'est comme, mais c'est vrai dans tous les domaines, je veux dire, c'est Pasteur est monté, Hubert Deschamps, personne n'en a entendu parler. Enfin, je veux dire, tout le pays, comme ça, s'est créé des héros en supprimant les véritables héros. Donc, dès que vous remettez en cause l'histoire, c'est un basculement complet. Alors, j'avais amené, parce que c'est toujours plus parlant, le visuel. On reparlera du visuel d'ailleurs, parce que dans le film Les routes de l'esclavage, c'est extraordinaire. Le visuel ne correspond pas à l'audio. C'est-à-dire, on va vous parler par exemple de l'Empire romain ou de l'esclavage chez les Slaves, on va vous montrer le Sphinx. C'est-à-dire, il y a ce décalage, et évidemment le visuel, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, l'emporte sur l'audio. Bon, ça c'est en passant. Donc moi, justement, je suis venu avec un peu de matos visuel. Quand Peter m'a dit de venir, donc ça par exemple, bon, personne connaît, les Kalmanchou, personne connaît. Petit bouquin, et puis vous voyez le... Il est récent, hein, parce que quand vous le voyez comme ça, vous allez croire qu'il est d'époque. Non, pas du tout. C'est les magistrats aux Antilles, au 19e siècle, qui refusent l'esclavage, qui refusent, donc il y a Napoléon a rétabli, eux ils refusent, c'est des magistrats français qu'on a envoyés. Ils refusent et donc ils se font expulser en fait de la colonie. Personne ne les connaît, personne ne connaît leur nom, ben, ils existent. Bon, c'était juste pour donner une idée. Chacun dispose désormais de sa personne, chacun est libre de ses actes, chacun dispose désormais des fruits de son travail. Tel est le sermon du Mondet à l'adresse des oreilles du monde entier. Charte du Mondet, une des plus anciennes déclarations... La charte du Mondet, c'est un texte qui est fondateur de l'État du Mali. On appelle Bassilican, quoi. C'est le siège, quoi, la constitution. Hein, dans la langue, ça veut dire que c'est le siège, c'est ce sur quoi l'État est basé, quoi. C'est son fondement. Et ce fondement dit donc que c'est un fondement qui prône l'éradication totale de l'esclavage comme un anachronisme, comme une escroquerie, comme quelque chose qui n'a pas de raison d'être. Une vie ne vaut pas plus qu'une autre, etc. Et le travail de chacun lui appartient. C'est ça le sens. Et c'est aussi un texte qui dit il y a deux calamités dans le monde, c'est l'esclavage et c'est la famine. Bon, dans le mémorial qu'on a vu tout à l'heure, vous avez remarqué qu'ils ne sont pas mis de date. Bon, c'était bien quand même de dire au moins 13e siècle. Justement, les Guadeloupéens s'en sont plaints. Les Guadeloupéens ont dit, c'est bizarre, dans le mémorial chez nous, il n'y a pas de résistance africaine à l'esclavage. C'est un angle mort, en fait. À la limite, on dit, oui, c'est révolté dans les bateaux. Donc l'instinct de révolte leur a poussé dans le bateau, mais ils ne l'avaient pas avant, alors. Il y a même des théories là-dessus. Oui, l'homme nouveau est apparu après le passage du milieu, et c'est là que maintenant, l'instinct de révolte se lève. Mais ce n'est pas du tout ça, l'histoire. L'histoire, c'est que toute la côte est remplie de forts. On est dans une affaire militaire. L'histoire, c'est que les bateaux sont remplis de ferraille, et de menottes, etc., et de chaînes, en dehors des armes. On nous dit la pacotille, mais à quoi sert la pacotille? On vous dit la pacotille, oui, c'était parce que, bon voilà, ces souverains qui étaient débordants d'or, hein, bah, d'un coup, ils voyaient des perles en je sais pas quoi, et ça brillait et ça les fascinait. Peut-être oui, peut-être non.
Il y a d'autres versions aussi de la pacotille. Il y a par exemple la version qu'on répand des pacotilles brillantes dans la campagne, et puis quand les gens reviennent du champ, d'un coup ils sont intrigués, il y a attroupement, et ensuite on jette des filets sur ces gens. Ça, c'est une autre version, par exemple, de l'usage de la pacotille. Ça brille au soleil. Et donc, les gens revenaient du champ, tiens, tout le monde a vu un truc briller, se demande d'où ça sort. Et puis, on prend les filets, les filets sont c'est une technique de chasse au gros gibier, hein. Ça se faisait en Afrique depuis. Bon, et puis voilà, on attrape les gens dans les filets et on les embarque. Ça, c'est par exemple une autre version de l'usage de la pacotille. En passant, quoi. Je l'ai expliqué aux gens qui étaient tout à l'heure dans le mémorial, l'imposture sur laquelle la réputation de pays des droits de l'homme est fondée. Parce qu'il y a une imposture. Peut-être que si la charte du Mandé s'était répandue en Allemagne ou ailleurs, la réaction aurait été moins forte. Parce que l'Allemagne, bon, elle essaie juste d'échapper à son étiquette nazie, et elle se contente de dire Deutsche Qualität, das Auto. Bon, donc, elle est sur ce registre-là, quoi. La qualité, l'industrie, etc. Bon, elle n'a pas trop de prétentions côté droits humains, quoi. Tandis que la France, elle a tout bâti là-dessus, en fait. Elle a tout bâti là-dessus. Et ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que c'est le premier État à produire un document racialisant l'esclavage. À l'heure d'aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, on ne connaît pas d'autres textes qui aient organisé une racialisation de l'esclavage. Donc c'est une primeur. D'ailleurs, la ségrégation aux États-Unis comme l'apartheid en Afrique du Sud se réclamait de l'héritage français. Sur ce plan-là. Donc c'est ça la réalité. Deuxième point, 1789 qui sacralise la propriété. Donc la fin justifie les moyens, vous êtes riche, vous êtes un gagnant, on ne cherche pas à savoir comment vous êtes devenu riche. Bon, troisième point, 91, premier État à constitutionnaliser l'esclavage, c'est une monarchie constitutionnelle. 93, première république au monde qui constitutionnalise l'esclavage. Tout ça, c'est des primeurs, à chaque fois, c'est premier de la classe, mais pas dans le positif. Inversion des circonstances à cause des combattants haïtiens. Abolition en 94, remise en place de l'esclavage, parce que c'était l'ordre du pays, en fait. Napoléon ne fait pas quelque chose d'extraordinaire, il remet les choses dans l'ordre réel du pays. Et puis, 48, affranchissement général. 48, on rachète. On rachète et, en fait, on fait une pierre deux coups. Au milieu du 19e siècle, au Sénégal, il y avait la Banque du Sénégal. À l'époque, la Banque du Sénégal est tenue par les métis et les noirs, de Saint-Louis essentiellement. Bon, ils sont beaucoup reconvertis dans la gomme arabique, les choses de ce genre-là. Ils ont un système bancaire assez évolué. Et il commence à y avoir des correspondances avec les maisons de commerce pour dire qu'il faut dénigrifier la banque. Et parallèlement aux Antilles, il n'y a pas de banque. C'est-à-dire qu'aux Antilles, ce sont les gens d'ici, de Nantes et autres, qui prêtent de l'argent à taux usuraire aux colons qui sont de l'autre côté. Donc c'est un système financier qui freine. Je crois même qu'ils appelaient ça la providence, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ça devait être vers 20% à peu près les taux d'intérêt. Et donc, en fait, c'est la métropole qui gratte aussi sur l'esclavage par ce biais-là sur les colons. Et donc, il faut créer, il faut moderniser le système. Et la question de l'affranchissement général va contribuer à ça. C'est-à-dire que d'un coup, c'est l'État qui subventionne la création de la banque à la colonie. C'est-à-dire qu'il rachète les esclaves, et puis, avec cet argent, une partie est prélevée pour créer la banque. C'est-à-dire que les colons deviennent actionnaires, deviennent banquiers de force, si vous voulez. Et ils vont rapidement voir les avantages, parce qu'on sort du système de l'usure. Et puis ça va leur permettre de nantir les récoltes, d'avoir des avances. Parce qu'on est dans un système agricole. Le système agricole, c'est que vous plantez la canne maintenant, et la récolte, c'est dans 18 mois. Donc il y a toute une rotation, il y a des périodes où on plante, il y a des périodes où on récolte, on a besoin d'avance sur récolte. Donc vraiment, il va y avoir une modernisation par rapport au système bancaire. Ça sert à ça, l'affranchissement général.
Alors parallèlement, je crois que le camarade en a parlé, mais j'étais sorti. Bon, bien sûr, il y a les lois sur le vagabondage. Le vagabondage n'a pas été fait spécifiquement pour les Noirs. Ça fait longtemps que les pauvres ont été criminalisés dans le pays. Mais là, ça va être l'occasion de promulguer tout de suite les textes adéquats, de manière à ce que quelqu'un qui circule et qui ne peut pas présenter son livret le rattachant à telle plantation ou telle habitation ou telle usine, ben on lui dise, voilà, tu deviens prisonnier de l'État et donc, soit tu seras loué, parce que ça se passe ces choses-là, chez les privés au moment des récoltes ou quoi, ou soit tu seras sur les chantiers publics, donc esclave de l'État en fait.